pour cette session de témoignages d'acteurs de la transformation numérique. 3 personnalités très différentes qui ont chacun un point de vue et une expertise, je trouve, complémentaires qui permettent d'aborder le sujet du point de vue d'un entrepreneur avec Rodrigue, entrepreneur qui est en train de monter sa nouvelle start-up, plus connu entre autres pour son aventure avec Bonitasoft. On a le point de vue d'un acteur traditionnel qui vit sa transformation avec Boris de Petzel, qui nous racontera comment il a entre autres travaillé avec l'école. Et on a le point de vue transverse d'un acteur dans le conseil et dans l'implémentation de la transformation avec Philippe Le Gloaec de Hardis. On va être assis au panel, on aura le temps de prendre des questions de la salle et chaque intervenant en fait a une petite présentation pour vous raconter son parcours et ses apprentissages en espérant que ce soit utile pour la conversation par la suite. Je crois que c'est tout. N'oubliez pas de tweeter avec le hashtag j'aime Dédé. Je commence à beaucoup l'aimer Dédé. Voilà la cliquette. Et donc c'est bon, c'est à toi. Bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Hardis Group, oui, je représente et je représente Hardis Group. Hardis Group est une ETN, une entreprise de transformation numérique de 750 collaborateurs, dont le siège est à Cessinay, pas très loin d'ici, qui est présente à Lyon, Paris, Lille, Nantes aujourd'hui et qui met en avant 4 offres: la gestion et la transformation des SI, systèmes d'information, la digitalisation des services, l'optimisation de l'expérience client et la performance de la supply chain. Voilà. Donc, derrière ces 4 offres mises en avant, on est sur des activités mixtes de services informatiques classiques, de conseils, business et IT, et d'éditeurs aussi également, notamment d'un logiciel de gestion d'entrepôt pour les grandes enseignes et les plateformes logistiques qui s'appelle Reflex. Voilà pour Moi, je suis consultant dans le département conseil et j'ai aussi en charge les compétences, la gestion des compétences, et c'est un petit peu à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, la gestion des compétences de nos consultants, qui sont 70 aujourd'hui, dans toutes les tranches d'âge. On a du X, du Y, on va bientôt avoir du Z, puis on a des X de chez X, quoi. On a aussi des gens comme moi, ou même plus vieux encore, qui ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits. Donc c'est un vrai sujet. Enfin, c'est un vrai sujet, lequel d'ailleurs lequel est un vrai sujet, la transformation digitale et nous. C'est un vrai sujet à double titre, puisque on doit le vivre chez nous, et on promet, enfin une de nos promesses est d'accompagner nos clients dans la transformation digitale. Donc même si on peut assumer d'être les cordonniers les moins bien chaussés, il faut quand même qu'on sache aussi le faire chez nous. Alors chez nous récemment, à l'occasion d'une formation sur notre offre que vous avez peut-être vue ce matin, qui s'appelle Move to Service, Move to Digital, qui est derrière l'injonction allez-y clients, allez-y sur les services, allez-y sur le digital, est portée par une démarche qu'on a structurée. Je leur ai posé la question: comment considérez-vous le digital? Finalement, le digital, c'est quoi pour vous? Je m'attendais à ce qu'il y ait des réponses de jeunes, voire de jeunes, un peu comme mes fils qui ont 21 ans et 22 ans. Ben non, pas tout à fait. En fait, ils sont entre mes fils et moi, les jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt positifs en tant que clients. Le digital, ouais, c'est bien en tant que client. C'est de l'immédiateté, c'est de la reprise de pouvoir sur les enseignes. Je peux noter une prestation dont j'ai été content ou pas content. Je suis dans le coup. Bon.
En tant que collaborateur et consultant, comment vous considérez le digital? Eh bien, le digital, ça nous challenge. Ça veut dire que même chez les plus jeunes, le digital, même chez nos consultants les plus jeunes qui sont réputés spécialistes ou qu'on présente comme des spécialistes, ça les confronte parce qu'ils sentent bien que c'est pas juste est-ce que je te la fais sous Android ou je te la mets dans l'Apple Store dans 6 mois, quoi. Hein. C'est pas que ça. C'est systémique. Et dans systémique, il y a organisation, il y a humain, il y a tout un tas de talents qui sont plus chez Dominique Styler ici que peut-être à l'EMSI. Hein. Il n'y a aucun jugement de... Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, qui sont peut-être du ressort de la mindfulness ou de la pleine conscience que du ressort de la... Au fond, le discernement. Et ce discernement, eh bien, ils l'ont, je pense, parce que quand on leur demande, et en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez du digital, eh bien, ils sont partagés. Dans la colonne du débile, il y a autant de post-it que dans la colonne du utile. Donc, c'est rassurant. Ça prouve qu'ils ne vont pas conseiller nos clients n'importe comment et que ce n'est pas parce que le client va demander une app. Pourquoi vous voulez une app? Parce qu'on a un codir dans 2 mois. Ah bon, vous avez un codir dans 2 mois, donc vous voulez une app. Ben oui, on a le patron des US qui débarque. OK, ben, la raison est très bonne. Hein. L'app, elle est pour montrer au patron des US. Mais bien sûr, derrière, il y aura aucun service, aucun process et aucune utilité. Si ce n'est quand même montrer au patron des US. Voilà, donc tout ça demande du discernement, de la politique, de savoir, comme disaient nos femmes tout à l'heure sur ce plateau, jouer avec les règles. Hein. On peut faire du catchy et du séduisant sans pour autant renoncer à ce qu'on est et à ce en quoi on croit. Donc, vous voyez, c'est pas gagné. C'est pas parce qu'on est une entreprise de transformation digitale que c'est acquis pour tout le monde, chez nous. L'ère... attendez, ouais, je vous fais grâce du striptease. On a connu 3 temps, en fait, depuis 2010, chez nous, Hardis Group. On a connu l'ère du digital. On fait du digital pour faire du digital. Bon, c'est bon. Alors, en 2013, on dit c'est bon, on connaît. Bon, c'est bon, on connaît, mais que sait-on vraiment? Je ne vais pas me répéter. Finalement, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Après, et l'ère digitale, c'était pour les DSI, notre clientèle historique. Après, on s'est dit, oh oui, vous avez vu, les Chief Digital Officers, souvent, ils sont rattachés aux directions marketing. Ah bon, bah alors on va aller attaquer les directions marketing. Pourquoi? Parce qu'il y a les Chief Digital Officers? Non, parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions métiers, qui connaissent, et il y a même des gens qui voient des clients. Ah, il y a des gens qui voient des clients dans les directions marketing. Enfin non, marketing pas vraiment, direction commerciale surtout. Ouais, ok, mais ils n'ont pas de budget. Bon, alors on va aller voir les directions marketing. Alors donc, à la conquête des directions marketing en 2014-2015, et puis on s'est dit, ben, on ne va pas faire comme tout le monde, on va proposer une différenciation par l'approche stratégie de service. Donc notre étendard a été est toujours depuis 2014, pas de digital sans service, pas de stratégie digitale sans stratégie de service, ce qui vaut aussi bien pour les services internes que les services externes, les services rendus aux clients. Et puis depuis 2016, c'est-à-dire que, oui, depuis 2016, comme le temps passe vite. En 2018, on dira, il y a 3 ans, on a commencé à s'intéresser au DRH, parce qu'il y a, à mon avis, encore à notre avis, il y a un métier dans l'entreprise qui ne s'est pas encore complètement emparé de ce sujet. Ce sont les DRH. Et peut-être moins emparés. Et donc, c'est toute la dimension interne du digital qui est en jeu. Et comme ce qui se voit à l'extérieur, c'est l'effet bifidus, hein, ce qui se voit à l'extérieur se construit à l'intérieur. Donc, occupons-nous, il est urgent, occupons-nous de nos collaborateurs. Surtout dans une boîte qui prétend conseiller les autres. Il faut éviter que l'innovation et le digital soient l'affaire de Happy Few, comité de direction et direction de l'innovation, et que derrière, ceux qui continuent à développer des spécifiques sur des applications
de gestion sur des AS400 IBM fournis aux clients dans les années 80 ne se sentent pas complètement dépossédés de cette aventure. Donc le chantier du moment, d'un point de vue RH, c'est de faire en sorte que tout le monde soit embarqué dans l'innovation, dans le digital, avec un rôle clé attendu des managers qui ne sont plus des... On ne veut pas que des delivery managers ou des contremaîtres d'usines à produire du code. On veut des managers ressources au sens coach et qui accompagnent ça. Et s'il y a un sujet chez nous aujourd'hui, que ce soit pour accompagner le digital ou notre stratégie en général, c'est de former nos managers à être finalement des managers en mindfulness, voilà, comme on dit en France. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Ah bah ouais. J'ai peut-être... le temps passe vite, 1 minute. Alors, caler sur finalement comment nos consultants considèrent le digital. On s'est demandé quelles étaient les compétences sur lesquelles il fallait travailler dans les 3 années qui viennent. Compétences, savoir-faire, savoir-être. Donc, puisqu'ils sont positifs en tant que clients du digital, eh bien, continuons à éveiller leur curiosité. Hein, c'est la colonne de gauche. Au milieu, en tant que collaborateurs, ils se sentent challengés sur ces sujets-là en posture de consultant. Eh bien, travaillons leur polyvalence. Apprenons-leur à communiquer. Communication, au risque de passer pour un vieux con. Je mène la guerre aux plus jeunes chez nous sur les fautes d'orthographe, les règles d'accord du passé composé. Sachez que dans les services relations clients, les fautes d'orthographe commencent à se compter en euros perdus maintenant. Donc ça fait plaisir de voir ça. Enfin, ça fera plaisir aux temps de grise de cette assemblée. Ça sonnera peut-être old-fashioned pour les autres, mais sachez que, et on est tous destinataires d'emails. Si je reçois un email où il y a marqué « Cher Le Gloec », alors qu'ils sont gourés de chant, il fallait mettre Philippe dans le champ, après le champ Cher, après le prénom, c'était le prénom. Bon, c'est cucu. S'il y a une faute d'orthographe, c'est cucu. Si dans l'objet, il y a marqué t'es dispo pour les vacances de la Toussaint, et qu'il y a marqué tu m'as pas envoyé le cahier des charges urgent, et qui me dit après je t'avais dit que je voulais le cahier des charges, ça communique pas, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, à l'heure de l'infobésité, la com devient essentielle, le savoir communiquer. Donc, devenez des information workers. Alors, c'est un terme que je tiens de Richard Collin, que j'ai vu en conférence il y a un mois, et qui a fait ses armes, une partie de ses armes ici. Et puis, en tant que citoyen, le discernement. Alors, le discernement, il n'y a pas de cours de discernement, c'est du développement personnel, c'est de l'expérience, c'est de la mindfulness, c'est exactement ce que disait Dominique en web ce matin, en webconf, c'est vraiment ça. Je sors d'une réunion, je m'en suis pris plein la gueule. Qu'est-ce que j'amène à mes pauvres co-réunionneurs de la réunion suivante, quoi. Vous êtes tous des incapables. Comment je me nettoie, comment je prends conscience de ce qui m'arrive. Ça s'appelle la CNV, la communication non violente. Ça s'appelle croire en quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important. Et on développe ça aussi chez nos consultants. Et ça, ce n'est pas une option. C'est-à-dire que s'il est OK avec ça et KO sur ses objectifs, on le garde. S'il est OK avec ses objectifs et qu'il est KO sur ses valeurs, on va se poser des questions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans nos gènes, de prioriser ces valeurs et ces savoir-être. Voilà. Autrement dit, oui, information workers, je trouvais ce mot rigolo parce que c'était la réponse aux 43 000 emplois par an qui vont tomber, qui vont disparaître à cause du big data et de l'automatisation des front office. Et ben, devenez des information workers dans les milieux dans lesquels on travaille. Hein, on est tous plus ou moins dans le tertiaire, je pense, ou dans le quaternaire maintenant, on dit. Donc, Ethan, bricoleur d'idées, Juliette, entrepreneur de connaissances, Andrea, cultivatrice de confiance, et Pierre, cueilleur de compétences. Voilà, ce sont des jolies fonctions. Si ça pouvait être le titre des notes de fonction
dans 3 ans chez nous, ça serait peut-être plus parlant que chef de projet, directeur de projet, business analyst ou développeur, voilà, ou consultant. Voilà, c'est à notre portée. Et s'il y a des jeunes dans la salle qui veulent prendre contact avec nous, eh bien sûr, ils sont les bienvenus. On est en croissance. Et par les temps qui courent, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y en a dans la salle qui sont bricoleurs d'idées, entrepreneurs de connaissances, cueilleurs de compétences? Non? Vous l'êtes tous, en fait? Donc c'est bon, tu devrais trouver du... Ouais. Cultivatrice de confiance. J'aurais aimé en rencontrer à un moment donné quand je travaillais en entreprise. On a un témoignage, je trouve, qui va permettre de faire écho à ce qui vient d'être dit de la part de Boris, responsable du studio web de Petzl. C'est à toi. Bonjour. Donc oui, Boris, responsable du studio web Petzl. Pour résumer ce que je fais chez Petzl, donc je suis responsable du service qui met en ligne tout ce qu'on produit en termes de communication. Donc ça peut être, c'est sur notre site web, sur nos sites web, sur nos réseaux sociaux. Et en plus, je fais de la gestion de projet pour du site web, de l'appli limite back-office, donc typiquement de la base de données marketing qui va venir alimenter nos sites web B2B, B2C, etc. Voilà, donc ça c'est pour ce que je fais. Rapidement, Petzl, donc on fait du matériel pour progresser en hauteur et pour progresser dans le noir. Donc ça veut dire de la lampe frontale, pour travailler les mains libres, pour pouvoir grimper de nuit en ayant les mains libres. Et on fait corde et tout ce qui va autour de la corde. Donc que ce soit pour faire de l'alpinisme, de l'escalade, de la via ferrata, de la spéléo, ou pour travailler en hauteur, sur des pylônes, sur des façades, etc. Donc ça c'est pour la partie marque. Notre marque dit accéder à votre inaccessible, donc quel que soit votre niveau en escalade ou quelle que soit la tâche que vous ayez à faire en tant que travailleur en hauteur, on vous propose des solutions, donc des produits, des techniques, etc. pour réussir ça. Ça, c'est le côté marque, mais je ne suis pas là pour vous vendre la marque. Après, il y a le côté entreprise. Donc, Petzl, c'est une entreprise qui porte le nom de son fondateur, Paul Petzl, qui est encore aujourd'hui le PDG. Les actionnaires sont la famille Petzl. Et on est un industriel sous la convention collective de la métallurgie. Donc, on n'est pas vraiment dans le service, on n'est pas la digital company, mais on y travaille. Donc, je vais essayer de vous raconter rapidement comment on y travaille. Je vais juste vous dire 2 mots avant ça sur comment j'en suis arrivé là. Donc moi, j'ai pas fait le parcours, j'ai pas programmé sur Minitel, etc. Le Minitel, c'est là que j'ai eu les résultats de mon bac, donc je suis un tout petit peu jeune pour ça. J'ai découvert le web assez tard, en 2000. C'était ma première adresse mail, c'était sur Caramel, tout à la fin de mes études, parce que moi, au début, je voulais faire du journalisme, sauf que je voulais pas aller à Paris, je voulais venir à Grenoble pour faire de la montagne. Donc j'ai commencé à bosser aux éditions Nivéal, qui sont ici à côté, qui font du magazine notamment de montagne. Et je suis rentré chez eux pour faire les sites web, en 2001, exactement, en février 2001. Je suis rentré en février, la bulle Internet de l'époque, donc la bulle Internet des .com, a éclaté, je crois, en juin 2001. Donc ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques mois, on s'est tous fait licencier, tous les gens qui travaillaient sur le web. On a abandonné tous les sites, un énorme gâchis, comme dans beaucoup d'entreprises à l'époque. Donc voilà pour ma découverte du web, à l'époque des startups et du .com. Ensuite, je suis rentré chez Petzl pour faire de la com en ligne, donc en tant que webmaster, puis chef de projet web marketing, etc. Donc ça m'a donné une sensibilité contenu en venant du journalisme et une sensibilité à l'outil, en ayant touché un petit peu au code, à la mise en place de CMS, etc. Et donc du coup, au début, chez Petzl, je fais de la com en ligne. Donc, com en ligne, ça se démarque. On s'est un petit peu démarqué dans mon service de ce qu'on faisait habituellement en com. Déjà parce qu'on livre un utilisateur final et non pas un magasin, un organisateur d'événements, un athlète ou quoi que ce soit. On livre l'utilisateur de nos produits. Et surtout, on fait du web analytics. Donc, on sait ce qui se passe avec ce qu'on livre en termes d'outils de com, ce qui change déjà beaucoup les perspectives. Et on commence à faire du social. Donc, on a du feedback qualifié. Des clients qui ne sont pas contents, des clients qui sont contents, des clients qui font des suggestions, en tout cas des clients qui poussent la porte de l'entreprise
mais qui poussent la porte de la com, parce que c'est la première porte qu'ils trouvent, c'est le digital, c'est comme ça qu'ils rentrent dans l'entreprise. Et ils viennent s'adresser à des gens de la com avec des questions produits, des questions SAV, des suggestions techniques, des choses que nous, gens de la com, ne savons absolument pas traiter. Donc ça commence vite à poser des problèmes. Arrive le temps 3, beaucoup moins sexy, le travail avec le service IT. Donc moi, je suis au métier, je suis rattaché à la com, et en 2012 ou en 2013, on nous dit, dans le cadre de la refonte de votre projet web, vous allez travailler avec l'IT. Au début, ça ne fait pas rêver, surtout quand on vient de la com. Et donc, comment ça se passe? Il y a un plan directeur informatique avec différentes refontes d'outils, de plateformes. On veut monter en compétences, on veut utiliser moins d'outils différents dans l'entreprise. Et donc, on met en place des duos métier-IT. Donc, moi, je me retrouve à travailler avec un chef de projet IT pour la refonte de pets.com. Et en fait, ça se passe super bien au final. Donc, ce que nous a apporté ce duo, donc, qui fonctionne toujours, d'ailleurs, enfin, sur tous les projets digitaux qu'on fait, qu'ils soient en R&D, en compta ou ailleurs, il y a à chaque fois un chef de projet métier et un chef de projet IT. En tout cas, sur la com, le résultat est criant. Jusque-là, on faisait des sites web dans notre coin avec des problématiques techniques, des problématiques clients, donc des problématiques qui devenaient assez transverses sur l'entreprise. Et on était tout seuls, nous, gens de la com, à essayer de se dépatouiller avec ça. Et là, on se retrouve avec des gens de l'IT à bosser là-dessus. Alors, ça a plusieurs changements. Un, cadrage budgétaire. On ne gère pas un budget en IT comme on gère un budget en com, sans critiquer qui que ce soit. Mais on essaye d'optimiser un peu les investissements, de réutiliser des choses qu'on a déjà produites, de ne pas abandonner les applis au bout de 2 mois, typiquement l'appli qu'on a faite pour le Copil dans 2 mois, etc. Première chose. Deuxième chose, on capitalise sur les investissements en temps. On sait, en travaillant avec l'IT, on sait que ce projet digital, il va prendre du temps en conception, en développement, en test. Donc une fois qu'on le lance, il faut aussi accompagner les utilisateurs, il faut mesurer, etc. Donc il y a un cadrage plus rationnel, on va dire. Dans la rationalité, il y a aussi la mise en avant des limites fonctionnelles. On arrête de monter des projets digitaux qui font 100% de ce que veut la com ou le directeur com. On accepte de faire des concessions, des compromis. Et au final, on livre des projets. Parce que l'IT nous amène une méthodologie qui est, je pense, étrangère à la communication, qu'on ne connaît pas du tout dans le monde de la communication. Alors, méthodologie, je ne vais pas rentrer dans les détails des méthodos qu'on emploie, mais déjà, ce qu'il a fallu faire, c'est apprendre à se parler. La com était dans son coin, mais comme beaucoup d'autres métiers dans l'entreprise, était dans son coin. Et puis un jour, on se retrouve autour de la table, tous les jours, on passe des heures et des heures ensemble à travailler avec quelqu'un de l'IT. Il faut apprendre à se parler, dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut parler SI, pour les gens de la com. Est-ce que c'est qu'un modèle de données? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accéder à la table client à partir de tel rapport, etc. Et inversement, il faut faire comprendre à l'IT que tout n'est pas des 0 et des 1. Moi, je caricature évidemment, mais c'est 2 langages vraiment, vraiment très différents qu'il faut amener en concordance. Et ça permet d'atteindre des compromis sur les projets. Alors, compromis dans le sens terrain d'entente, mais aussi un compromis, c'est quelque chose de transitoire. Et c'est comme ça aussi qu'on initie une transition numérique. On ne passe pas d'une entreprise comme Petzl, qui est B2B, qui sert un réseau de distribution, et qui est un industriel avec la R&D au cœur de son innovation, à une entreprise full service, le client est partout, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut y aller par étapes, il faut faire des compromis, donc des situations temporaires, on livre, on améliore, etc. On parlera d'agilité un tout petit peu après. Donc on a livré plein de projets grâce à ce rapprochement entre la com et l'IT. Donc on a livré de la base de données marketing qui alimente tous nos sites web, toutes nos applis. On a livré un site web, on est en train de livrer un B2B, on va ouvrir un e-commerce aux US. Tout ça dans le cadre de ce duo. Et l'IT nous ouvre, en fait l'IT a créé la transversalité entre les métiers chez nous. En tout cas, dans les cas auxquels moi j'étais confronté, je racontais tout à l'heure que le client il pousse la porte avec ses problématiques de SAV, ces problématiques commerciales, etc., qu'on ne sait pas traiter en tant que com. L'IT nous montre comment ça se passe au commerce pour la gestion de la relation client, nous montre quels sont les process du SAV, nous montre à quoi ressemble la CRM, comment on envoie de l'emailing, etc. Donc nous montre tous ces outils qui structurent comme les autres services et permet de créer ces liens, parce qu'après, du coup, on va voir les responsables de ces services, on sait comment ils fonctionnent, on a vu leurs outils, et on arrive à créer ces ponts-là. Voilà. Ça, c'est pour comment on a travaillé en interne. Et puis, est arrivé un jour où on a fait venir un cas fil rouge, donc cas fil rouge de l'école de management,
Je résume en 2 mots, des étudiants du Master Exec qui viennent pendant quelques mois travailler sur une problématique qu'on leur propose. Donc nous, c'était en gros comment on passe d'une entreprise B2B organisée autour de la livraison d'un réseau de distribution à une entreprise câblée B2C avec le client au cœur. Donc on fait venir ce cas fil rouge qui a fait de l'analyse en interne, qui a fait du benchmark sur des best practices dans des entreprises qui nous ressemblent, et qui a fait des propositions stratégiques, des propositions de méthodologie, etc. Et ils font le bilan, ils nous donnent un bilan externe très froid de ce qu'est l'entreprise dans sa démarche de transformation digitale qu'on n'avait pas vraiment identifié comme une transformation digitale. On était dans des process pour améliorer la sortie des outils, monter en compétences et limiter le nombre de plateformes qu'on utilisait, d'où ce duo métier IT. Et en fait, eux nous disent, mais en fait, ce que vous faites, c'est de la transition numérique, et on va vous dire sur quoi vous appuyez pour la faire. Donc ils nous disent qu'on a des super équipes, qu'on a des super outils, qu'il y a une stratégie qui est difficilement partagée. Et en gros, ils nous mettent le doigt sur la transition numérique, c'est quoi chez vous ? C'est pas le fait d'avoir des geeks, d'avoir que des salariés qui sont des geeks, c'est pas de recruter que des gens qui sont nés avec un clavier au bout des doigts, c'est pas d'avoir des super applis, d'avoir une appli mobile pour le codir ou que sais-je, c'est avant tout une gouvernance qui partage une stratégie, un management qui décline cette stratégie et de la méthodo. Donc typiquement, cas fil rouge, on l'a fait en méthodo agile, ils nous ont emmené la méthodo agile, donc ils ont travaillé en mode Scrum comme des développeurs, sauf qu'on était sur du consulting. Et ils nous ont emmené là-dedans, nous en tant que clients, sur la livraison à intervalles courts, avec la remise en cause, etc. Enfin, je vous ai parlé des détails de la méthodo. Mais en tout cas, en quelques mois, de février à juillet, ils ont livré de l'analyse de l'existant, du benchmark, des recos, des grilles d'analyse, etc., qui sont venus présenter en comité de direction il y a 1 mois de ça. Donc, de la méthodo qui fait ses preuves. Et alors, pourquoi j'ai mis cette image ? Parce que la transition numérique, on parle du mobile, on parle de big data, etc. Et en fait, au quotidien, en tout cas moi, comment je la vis dans mon duo métier IT, c'est pas sexy, c'est la discipline, c'est de la méthodo, c'est de l'huile de coude. Tout à l'heure, ce matin, je ne sais plus qui a parlé d'huile de coude, mais il faut les tester, les applis, il faut remonter des bugs, et quand les bugs ils sont livrés, il faut les retester. Et puis après, il y a une nouvelle version de Internet Explorer qui sort, il faut encore tester. Donc c'est vraiment pas sexy. Et d'ailleurs, Philippe a dit tout à l'heure, le client est assez confortable vis-à-vis du digital. C'est vrai que c'est super, tous en tant qu'utilisateurs, consommateurs, c'est super le digital. Après, effectivement, on est très challengé dans nos métiers parce qu'il faut notamment aller vite et livrer de la qualité. C'est pas sexy, mais c'est gratifiant. Et chez Petzl, on essaye de se rapprocher de ce qu'on fait déjà sur le terrain. On organise plusieurs événements dans le sport, dans le marché du sport, de l'escalade, comme dans le marché du travail en hauteur. Des événements assez festifs où on partage autour on pratique de l'escalade, on pratique autre chose, du travail en hauteur, des compétitions de travail en hauteur. Il y a des fêtes, c'est des moments super sympas. On est vraiment en contact, on vit avec nos clients. Et en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire à travers notre transformation digitale, c'est de reproduire ça à travers nos canaux. Donc de partager la pratique de nos clients, la vie de nos clients, à travers notamment le digital. Donc bien les connaître, bien les accueillir, les écouter, avoir leur feedback, leur proposer des choses en fonction de ces feedbacks, etc. Et en ça, pour le coup, la transition digitale est sexy, parce qu'on design pour l'utilisateur, parce qu'on essaye de coller au rythme du client, qui attend l'innovation, qui attend des modifications d'interface, qui attend du service plus rapidement. Et on a le retour de ce client. Mais voilà, au quotidien, c'est pas sexy, c'est de l'huile de coude, mais le résultat est plutôt sympathique. C'est où ça ? Alors ça, c'est quelque part en Europe de l'Est. C'est le dernier rock trip qu'on a fait. Donc on a fait une espèce de fête de l'escalade itinérante. On a visité, je crois, 7 pays. Donc à chaque fois, on arrive avec notre team, donc les gens qu'on sponsorise, sur une falaise très sympa. Et puis on grimpe pendant 4 jours, et puis on fait des soirées, et après on change de pays. Pas mal. Un bon aboutissement pour la transformation numérique d'une boîte. Merci. On prendra les questions de la salle suite aux interventions. Enfin, on va essayer de vous donner aussi un peu la parole. Rodrigue, c'est à toi. Tu as le clicker. J'ai le clicker. Ouais. Je vous la remets, c'est bon. Continue.
un peu. Non, mais je te laisse 2 secondes pour que les gens puissent noter. Du coup, je vais changer un peu de thématique. Moi, j'ai une expérience dans des choses qui sont fortement désagréables, c'est-à-dire l'optimisation des organisations humaines, que sont les entreprises, les gouvernements et la relation entre les différentes personnes qui gravitent autour de ces entités et les personnes qui composent ces entités. Donc, je m'appelle Rodrigue Legage, je me définis comme un entrepreneur récidiviste. Depuis que je suis étudiant, j'ai participé à quelques créations d'entreprises qu'on appelle des startups pendant la bulle Internet que j'ai vu exploser, mais heureusement, les sociétés dans lesquelles j'étais ont réussi à passer ce cap-là. Et à chaque fois, je me suis en fait intéressé à tout ce qui était outillage de l'entreprise ou des organisations humaines afin d'augmenter la productivité de chacun et d'améliorer le confort des personnes dans leur quotidien. Donc récidiviste parce que c'est pas la première fois que je crée une entreprise et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Rapidement, mon parcours, donc j'ai créé avec 2 camarades en 2009 une société qui s'appelle Bonitasoft, qui est un éditeur logiciel open source dans tout ce qui est gestion de processus métier. Donc l'idée, c'était en gros de fournir une technologie qui permettait de dématérialiser et de digitaliser tous les processus des entreprises, que ce soit des processus internes, des processus de collaboration avec des partenaires, etc. Et cette société a connu une croissance assez sympathique avec, quand je suis parti en début d'année pour créer une nouvelle société, elle avait plus de 1000 clients. On avait une communauté de développeurs de plus de 150 000 personnes, 150 collaborateurs répartis entre la France et les États-Unis, et on avait fait des levées série A, série B à hauteur de 28,5 millions d'euros. Donc, ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que j'ai été en contact, en fait, donc je gérais toute la partie avant-vente et la partie expertise au sein de Bonitasoft. Donc, j'étais en contact quotidiennement avec des clients qui étaient pour la majorité des grands comptes à travers le monde, avec différentes cultures, différentes langues, etc. Et ça m'a permis de voir quels étaient les enjeux en fait, au sein de ces organisations-là afin de devenir plus efficaces. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je ne sais plus avec qui je discutais tout à l'heure de la relation qu'ils avaient avec un grand groupe où des fois ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à voir la commande signée alors que le projet est quasiment livré. Donc nous, on s'occupait de ce genre de problématiques, comment faire en sorte que le temps se rétrécisse, comment faire en sorte que, en gros, les interactions entre les personnes soient de plus en plus efficaces et de plus en plus fiables. Du coup, j'ai aussi d'autres activités plus ou moins professionnelles. Donc, je suis aussi investisseur privé. J'ai rejoint l'association des Grenoble Angels en 2011. Et au sein de cette association-là, j'ai pris l'habitude et le plaisir en fait de faire de l'analyse de dossiers d'investissement, découverte de nouveaux projets. Alors je me focus un peu sur tout ce qui est web, éditeur logiciel, B2B, un peu de B2C, avec des business models. Le business model que j'aime bien, c'est business model à revenu récurrent. Donc voilà, j'essaye de donner un éclairage analytique sur ces dossiers d'investissement. J'ai fait quelques prises de participation dans ce cadre-là et je participe aussi à des conseils d'administration pour aider les entreprises dans lesquelles j'ai investi, si elles en ont besoin, bien sûr. J'accompagne aussi, alors consultant, coach, on voit un peu ça comme on veut. Mais depuis ma sortie de Bonitasoft, j'ai pris un peu de temps et je me suis fait accaparer par des sociétés qui avaient des problématiques soit de pivot, soit de repositionnement de technologie, soit de préparation à une forte croissance. Donc ce sont les choses qu'on doit préparer et qu'il faut pas mal travailler. Donc du coup, j'ai aidé les chefs d'entreprise à
écrire leur business plan, à construire, à repositionner en fait leur société sur un marché porteur, à préparer les sociétés à accélérer. C'est-à-dire que l'accélération, c'est effectivement un accroissement du chiffre d'affaires, de la force commerciale, etc. Mais c'est aussi un accroissement et une révolution permanente due à un nombre de personnes de plus en plus importante. C'est-à-dire que ce qui est vachement drôle quand on fait une feuille Excel, c'est qu'on arrive à faire, tiens, cette année, il faut que j'embauche 5 personnes, l'année prochaine, il faut que j'en embauche 15, après, il faut que j'en embauche 30, après, il faut que j'en embauche 60, après, il faut que j'en embauche 100. Mais en fait, la complexité, c'est très facile de tirer une courbe et la complexité augmente. Et il faut bien se préparer à adapter de manière très très rapide tous les process de l'entreprise pour éviter que ce soit le chaos total. Et du coup, j'accompagne aussi ces sociétés-là dans leur pilotage de leur R&D et de leur innovation produit. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Tout ça m'a permis de tirer quelques conclusions en fait sur ce que, par exemple, chez Bonitasoft, nos clients attendaient de la digitalisation de leur process métier. Ils attendaient des gains en performance, donc faire mieux avec toujours autant de ressources. De la fiabilité, donc ça c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est-à-dire que nous sommes tous humains, nous sommes tous faillibles. Il y a des jours où on est plutôt super fort, et il y a d'autres jours où on est plutôt nul, et en moyenne on est très bon. Voilà. Le fait est que les jours où on est moins bon, ça génère souvent des effets en cascade dans les organisations. Et une des problématiques, c'est justement de rendre automate un humain. Donc, faire en sorte qu'une personne qui a des hauts et des bas soit tout le temps performante de la même manière. L'autre gain que nos clients attendaient, c'était de rétrécir le temps. C'est-à-dire que l'une des différences entre une démarche manuelle et une démarche digitale, c'est que la notion de distance et de temps sont extrêmement raccourcies. C'est-à-dire qu'on n'imagine plus aujourd'hui, avec le fait qu'on ait Internet tous dans la poche, qu'on puisse jouer un peu n'importe où, qu'on puisse communiquer de n'importe où avec n'importe qui, on n'imagine plus le fait que, par exemple, obtenir la validation de 2 personnes prenne 3 semaines. On n'imagine plus le fait qu'on nous dise « Ah oui, mais telle personne était à l'autre bout de la planète, le temps qu'elle revienne et qu'elle signe le papier, ça peut pas fonctionner. » Donc aujourd'hui, en tant que consommateur, on est de plus en plus pressé, et cette pression de consommateur, on la répercute en fait au sein de nos entreprises. Et on attend des outils que l'entreprise nous fournit les mêmes résultats que les outils qu'on utilise au quotidien. Ça a été le cas, par exemple, de l'introduction de l'email au sein des entreprises. Ça a été une pression très très forte des utilisateurs qui avaient accès à cette technologie-là à l'extérieur des sociétés pour qu'on les intègre le plus rapidement possible dans les entreprises. Et dernier gain qu'on attend, c'est de la simplification. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas d'une start-up avec une croissance en effectif qui double tous les ans, il est de plus en plus difficile pour chacun de savoir qui décide quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'est facile, on se côtoie, on se touche tous les jours, et au bout d'1 an ou 2 ans ou 3 ans, on a des sites un peu partout. On a des gens qui ont pris des fonctions, plus ou moins intégré leurs fonctions. Et du coup, il y a un effet de paralysie de la validation et de la décision qui se met en place dans des organisations qui ont des effectifs fluctuants. Et la simplification, c'est en gros rendre quelque chose, finalement, enlever le besoin de savoir et juste donner la capacité d'agir.
On a tous comme exemple en tête la déclaration d'impôt. Je pense que moi, depuis que je paye des impôts, j'ai vu le temps que je passais à faire ma déclaration divisé de manière colossale. Parce qu'avant, il fallait que je ressorte tous mes papiers. Si mon entreprise et mon employeur ne m'avaient pas envoyé ce que j'avais gagné, je ne pouvais pas forcément, il fallait que je recalcule tout. En plus, moi, je suis bordélique, donc ressortir les papiers, c'est l'étrier en même temps. Maintenant, aujourd'hui, ça me prend 30 secondes, c'est-à-dire que je regarde, je fais aïe, et j'appuie sur OK. Donc on a comme ça, dans la vie de tous les jours, en tout cas sur mon domaine d'expertise, on a des gains, que ce soit dans les entreprises, mais aussi pour le grand public, qui sont dus à la digitalisation de méthodes de communication et de travail. Alors ça, c'est un premier apprentissage que j'ai eu. Deuxième apprentissage, je suis un entrepreneur. Je vois souvent d'autres entrepreneurs, je vois pas mal de projets passer. Et j'ai maintenant j'ai des critères de sélection pour ce que j'appellerais une bonne start-up, ou en tout cas une start-up dans laquelle j'aimerais bien mettre de l'argent. Et pour moi, ça commence par une équipe. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais effectivement, un bon projet, c'est avant tout une bonne équipe. On se fout du projet. Si l'équipe est bonne, à la rigueur, elle pourra faire pas mal de choses. Deuxième chose, c'est répondre à un vrai besoin. Alors ça paraît évident, mais je ne sais pas. Est-ce que ceux qui aimeraient avoir une montre connectée peuvent lever la main? N'hésitez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a des geeks, j'en reconnais quelques-uns. 10. Allez, on a 10 personnes dans la salle qui aimeraient une montre connectée. Qui dans la salle a une montre connectée? 1, 2, 3, 4. Qui parmi ces 4 personnes fait beaucoup de choses autres que regarder l'heure sur sa montre connectée? Une personne. Voilà. Donc, on en a sur la montre connectée, c'est juste pour moi un bon exemple. On a quelque chose, selon moi, qui ne répond pas à un vrai besoin. C'est très sexy, c'est super. L'effet démo est waouh, waouh, waouh. Mais dans l'utilisation de tous les jours, en fait, on s'en fout complètement, quoi. Du coup, ça ne va pas nous aider dans notre quotidien à faire autre chose. Moi, aujourd'hui, j'ai une montre, c'est juste un bijou. Et si je veux regarder l'heure, je regarde mon téléphone portable. C'est bizarre, j'ai même plus le réflexe de regarder l'heure sur ma montre. Pourtant, j'en ai une, là. J'ai fait l'effort, je me suis dit aujourd'hui, il faut se coiffer, il faut mettre des chaussures, etc. Et il faut mettre une montre. Donc, pour moi, une bonne start-up, c'est d'abord une équipe. Après, c'est avoir trouvé un vrai besoin. Ce qui n'est pas évident, finalement, parce qu'il y a moi, je vois passer plein d'idées qui sont, d'un point de vue marketing, super sexy, mais en fait, qui servent strictement à rien. Il ne faut pas oublier que j'ai une vision très B2B. Donc, moi, le côté pragmatique, c'est quelque chose que j'appréhende en premier. Et le côté bling-bling en deuxième. Donc, ma femme travaillant dans la mode, on arrive à se compléter. Ensuite, il faut innover. C'est-à-dire qu'une petite structure, si elle n'innove pas, et si elle veut effectivement se trouver qualifiée de start-up, l'objectif d'une start-up, c'est d'exploser. Hein. C'est de faire une grosse croissance, etc. C'est pas de créer une petite boîte qui va voter, etc. Pour moi, c'est pas une start-up, une boîte qui a pas d'ambition. Je la qualifie pas de start-up, même si elle vient de commencer. Pour moi, ça reste une boîte. Une start-up pour moi, a des ambitions mondiales et a une seule volonté ou deux volontés, soit devenir le premier, soit se faire racheter par le premier. Voilà. Les équipes qui ne sont pas dans cet esprit-là, pour moi, ne sont pas en train de créer une start-up. Et pour pouvoir justement
soutenir une croissance, il faut se différencier de la concurrence et innover. Alors je ne parle pas d'innovation de rupture. Le nombre d'innovations de rupture que l'on peut voir dans les décennies sont très faibles, mais vraiment des innovations incrémentales, des innovations d'usage, potentiellement des innovations technologiques. Mais il faut, par l'innovation, par la rapidité qu'ont les équipes des startups à innover, se différencier de la concurrence. Ensuite, il faut, pour soutenir réellement une transformation digitale, il faut pouvoir se projeter dans le futur et trouver un modèle économique qui passe à l'échelle. C'est-à-dire qu'il est assez facile de faire quelque chose de gratuit. Je le sais, j'ai fait de l'open source, donc on vendait quelque chose de gratuit. Il est plus difficile de trouver un modèle économique périn. Et finalement, pour moi, une start-up de l'économie digitale, c'est une société, une équipe qui a une vision réellement internationale, mondiale de son marché et qui va utiliser son marché local comme un laboratoire. Et pas le contraire. Moi, les approches concentriques, c'est-à-dire que je vais d'abord commencer sur Grenoble, ensuite je vais peut-être aller sur Lyon parce qu'on n'est pas très loin et on se connaît bien, voire Chambéry, Annecy parce qu'il y a des sociétés qui ont un peu d'argent là-bas. Puis après, on va monter à la capitale, etc. Ce sont des approches que je ne comprends plus parce que soit un Américain, soit un Brésilien, soit un Indien vont avoir la même idée que vous, mais vont commencer par diffuser l'idée d'un point de vue au niveau mondial. Et au moment où vous allez vous dire, tiens, et si j'allais potentiellement en Angleterre, parce qu'il y a juste la Manche à traverser, ce sera déjà trop tard. Ils ont déjà pris la place et vous n'avez plus qu'à fermer vos portes. Donc ça, je ne sais pas si on est encore dans la transformation digitale, mais c'est le feedback et le feeling que j'ai. Ce n'est que ma vérité. J'entends pouvoir discuter avec des gens qui n'ont pas la même vérité. J'adore ça. J'adore apprendre en permanence, donc j'aime bien la confrontation. Donc ce n'est que ma vérité, mais c'est sur ces critères-là, moi en tout cas, en tant qu'investisseur privé, que je fais ma sélection. Et c'est aussi sur ces critères-là que je qualifie mes projets personnels d'entreprise. Et du coup, l'année prochaine, je vais lancer une société, j'ai mes 2 associés qui sont dans la salle, là, une société qui s'appelle Board Cluster, qui répond aux critères que je vous ai donnés précédemment, dont l'objectif, alors franchement, c'est sexy pour ceux qui ont le problème et moins sexy pour les autres, mais bon, moi j'adore les trucs sexy pour ceux qui ont le problème et la capacité de le payer. C'est optimiser. Oui, je fais partie de beaucoup d'associations, donc on pourrait parler d'associations à but non lucratif si vous voulez, mais aujourd'hui je parle plutôt d'entreprise et de digitalisation du monde, et les entreprises soutiennent cette digitalisation. Donc l'argent derrière est une contrepartie à la fourniture de services. Et du coup, Board Cluster va permettre d'optimiser les prises de décision stratégiques des sociétés. Donc ça, c'est l'année prochaine. Et on espère effectivement avoir une aura internationale assez rapidement. Merci. Voilà. Vous avez peut-être une réaction, Boris, Philippe, sur cette vision-là de comment devenir grand, gros, dominer. Voilà, moi je ne suis pas du tout d'accord avec Rodrigue, comme il aime bien la confrontation, parce que nous on vient de parier sur les montres connectées, donc même pas mal. Non, en fait, c'est la différence qu'il y a entre montre connectée et health gaming. Vous voyez la différence, d'abord une différence de langue, et ensuite c'est la différence qu'il y a entre un objet et une offre, une solution qu'on propose à une direction des ressources humaines et qui permettra de créer des jeux, de la construction d'équipes et de motiver les gens sur un sujet donné. Donc ça se termine par montre connectée, mais l'ambition... Voilà. Non, sinon, à part ça, j'ai trouvé super ce que tu as dit et je te remercie. Alors, effectivement, tu as pris une technologie, tu l'as repositionnée sur un marché beaucoup plus précis. Moi, l'exemple de la montre connectée, c'est simplement sur le grand public, j'en vois strictement aucun intérêt. Idem sur les lunettes, les Google Glass, là, Google a décidé d'arrêter. Tout à chacun n'a pas besoin d'une Google Glass. La preuve, c'est qu'ils ont arrêté. Par contre, il y a des cas d'usage qui sont extrêmement intéressants dans l'entreprise.
dans tout ce qui est supervision industrielle, dans tout ce qui est architecture, logistique, etc. C'est vraiment il y a des cas d'utilisation qui sont réellement intéressants, mais on parle bien d'un repositionnement d'une technologie sur un autre marché. Et ça t'aime bien? Ouais, ça, je trouve ça sexy. Ouais. Boris, peut-être une réaction sur... Oui, déjà une réaction en tant que consommateur. Effectivement, marché local ou marché mondial, je pense, enfin, moi déjà, qui ne suis pas des plus jeunes, mais déjà j'achète des choses dont j'entends parler à l'étranger. Je les achète à l'étranger sans attendre qu'on les fasse sur mon marché local. Je ne les cherche pas à dispo sur mon marché local. Donc ça me paraît évident en tant que consommateur. Dans l'entreprise, chez nous, on dit souvent on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et pourtant, on se dit on est une entreprise internationale, on a des filiales en Europe, on a une filiale aux US, etc. Et je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens de dire on fait 85% du chiffre à l'export. Ça veut dire qu'on fait 85% du chiffre dans les autres pays que la France. Ça n'a plus de sens. On vend dans le monde, point. Après, on peut faire des répartitions géographiques dans les BRICS ou sur l'Europe, la différence entre Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Mais centrer son business sur la France, je vois pas l'intérêt. Toi, Philippe, à ce niveau-là, vous avez des clients à l'étranger, les collaborateurs, peut-être? Oui, enfin, on s'est cramé un peu les ailes il y a quelques années avec une croissance trop rapide, une internationalisation trop rapide, ce qui fait qu'au au premier mouvement d'aile de papillon dans le Pacifique, il a fallu qu'on ferme les bureaux qu'on avait ouverts, notamment aux États-Unis. Après, on s'est calmé et après, on a maintenant, en fait, de manière opportuniste, on s'internationalise en accompagnant nos gros clients qui s'internationalisent. Donc, on attend que les prestataires logistiques, par exemple, s'installent dans un pays donné et quand on voit qu'ils ont l'air bien installés, on les accompagne. Et donc, à ce titre-là, on ne prend pas trop de risques. On a un obstacle aussi à tout ce que Rodrigue racontait et ce que Boris vient de dire, c'est que tout le monde ne parle pas anglais chez nous, tout simplement. Et on est une boîte qui a 32 ans, qui a connu une très belle histoire, mais avec une pyramide des âges qui est ce qu'elle est. Et on a des collaborateurs, quand on a enlevé le E de Hardis Group et qu'on a mis un underscore entre Hardis et Group et qu'on a fait des effets digitaux dessus, ils ne se sont plus reconnus. Pourquoi on a enlevé le E à Group? On est en France. Donc il faut faire attention à ça. C'est une limite. C'est une limite. Je dirais qu'on rattrape un petit peu le retard et on fait en sorte que les ressources et les réflexes anglophones s'installent chez nous. Voilà. Vous avez parlé, l'exemple de la montre connectée est pertinent. Vous avez parlé de la bulle Internet, du Minitel. Et je me posais la question de savoir comment vous percevez l'étape actuelle dans laquelle on est aujourd'hui. Donc d'hyper-innovation, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, qu'on nous le dit, avec du marketing qui vous propose des montres connectées qui ne servent à rien, des voitures automatiques, on a parlé pas mal de la robotisation. Est-ce qu'on est dans une bulle? Déjà c'est une question peut-être pour toi Rodrigue. Alors moi je pense qu'il y a une bulle qui s'est créée sur tout ce qui est application mobile, avec, moi je vais passer des dossiers, mais alors de bonnes idées, hein, mais j'ai pas forcément l'affinité B2C, mais bon, en tant que consommateur, je me dis, mais à quoi ça peut me servir? À la rigueur, je vais l'utiliser 30 secondes, je veux bien ne pas payer pour l'utiliser, mais je me vois mal payer. Et tous les business models basés sur la pub, j'y crois plus. Aujourd'hui, les agences de pub en ligne ont bien dit qu'ils avaient creusé leur propre tombe en surutilisant le spam, en surutilisant l'incrustation de pub un peu partout.
que maintenant, la plupart des navigateurs sont équipés de bloqueurs de pub. Donc, idem pour les applications, etc. Donc, moi, à mon avis, il y a une grosse bulle qui est déjà présente sur la partie application mobile, même si les investisseurs sont un peu plus prudents, ils investissent encore sur pas mal de paris extrêmement risqués. C'est un peu leur métier, mais des fois, il n'y a pas de sens. Moi, je vois certaines applis qui arrivent à lever 1 ou 2 ou 3 millions d'euros. Je me demande comment ils vont réussir à rentabiliser ça, quoi. À part se faire racheter, le rêve de se faire racheter par un Facebook ou autre, c'est un peu tout, quoi. Peut-être qu'ils pourraient être achetés par des acteurs traditionnels qui, justement, eux, sont en pleine effervescence et essayent d'aller vite, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, mais il n'y a pas de modèle économique et c'est difficile de trouver un modèle économique sur certaines applications. Et deuxième bulle que je vois, que je pressens, c'est vraiment tout ce qui est IoT. C'est le buzzword IoT et Big Data, même si Big Data, on arrive encore à avoir des choses qui concrètement ont un objectif. Dans l'IoT, je ne sais plus qui est-ce qui me parlait de soutien-gorge connecté. Je ne sais pas si vous, mesdames, un soutien-gorge connecté, ça vous intéresserait pour faire du sport. Je ne sais pas. Mais je pense, il y a pas mal d'idées comme ça qui sont en train de sortir, où j'attends de voir la pertinence en fait du besoin derrière. On crée du besoin, on essaye de créer du besoin. Donc les équipes de communication et de marketing sont là pour créer, entretenir le besoin, etc. Mais ce qui est périn, c'est le fait de vouloir racheter régulièrement ce même besoin. Et je pense qu'on va avoir pas mal de déceptions dans la IoT. On va aussi voir pas mal de gros succès dans ça. Mais pour moi, c'est une bulle qui est en train de... quand je vois la frénésie des investisseurs autour de ces problématiques-là, j'ai l'impression de me retrouver dans les années 2000 où on faisait un portail et on levait 3 millions de francs, quoi. Un portail, pourquoi? On s'en fout, c'est un portail. Philippe, tu veux réagir? Oui, moi je distinguerais le B2C et le B2B. Comme Rodrigue, je suis de sensibilité plutôt B2C, et je pense que dans le B2C, il y a encore du grain à moudre sur les services et sur les objets connectés. Je pense que si ce n'est pas des soutiens-gorge qu'on connecte, c'est tout un tas d'appareils qui sont installés chez des clients ou chez les clients des clients et qui peuvent encore fournir des données qui permettent d'atteindre 3 au moins des 4 cadrans que Rodrigue montrait tout à l'heure, performance. Donc, bonne nouvelle pour les acteurs du B2B. Et le B2C, je dirais que si la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est dans une bulle, la bonne, c'est qu'on assistera peut-être à la fin de la prolétarisation dont parlait Bernard Stiegler ce matin, c'est-à-dire que les gens se demanderont enfin, ils réfléchiront enfin avant de se précipiter sur la dernière connerie qu'on leur proposera d'acheter, pour faire court. Et donc, ça sera plutôt une bonne nouvelle pour l'humanité qui rentre dans l'ère du Verseau depuis quelques années. Voilà, donc je suis plutôt optimiste. Toutefois, un sociologue récemment disait que l'hyperconsumérisme n'a pas encore atteint sa bulle et que l'industrie du luxe, comme tout le monde sait, ne s'est jamais aussi bien portée. À l'autre bout, l'industrie des personnes qui n'avaient pas les moyens, il y a quelques années, de s'acheter des services ou des biens ou des usages maintenant et qui ont maintenant la possibilité de se payer un séjour à l'île Maurice pour 350 €, eh ben, ça consomme, ça continue à consommer. Ça consomme de l'écran plat, ça consomme... Bon. Donc, et ils ne voyaient pas forcément la bulle retomber, ce qui était encourageant pour les acteurs marketing qui étaient dans l'Assemblée. Voilà, pour tempérer, pour jouer avec Rodrigue, à prendre une position complémentaire. Chez Petzl, vous faites du connecté? Alors, pas encore. Ouais. On y travaille. Alors sur la bulle, moi, j'ai pas le point de vue pour juger de ça. Par contre, je te rejoins sur les buzzwords. C'est vrai qu'il y a beaucoup de buzzwords qui circulent. Moi, ça me hérisse un petit peu. Et on parle beaucoup de transformation digitale et on est en train de le vider de son sens parce qu'on le met à tort et à travers.
Philippe parlait tout à l'heure on a besoin d'une appli pour le codir dans 2 mois. Il y a des gens qui appellent ça de la transformation digitale. Faire une transformation digitale, c'est pas faire une appli. Et il y a un gars qui s'appelle Gary McGovern, qui est un consultant en stratégie digitale, et qui a fait un article où il compare la transformation digitale à la transformation électrique. Donc il fait une petite chronique où il raconte qu'on nomme non pas des Chief Digital Officers, mais des Chief Electric Officers. À l'époque, on a inventé l'électricité il faut absolument qu'on passe à l'électricité. Oui, mais pourquoi ? Et après, il commence à creuser et montrer ce qu'a changé l'électricité dans les entreprises. Il donne 2 exemples très précis. On peut s'éloigner de la rivière parce qu'on n'a plus besoin de la puissance de la rivière. Et on peut non plus avoir une industrie ou une entreprise qui est sur un seul niveau. On peut monter en étage. L'électricité permet ça. Et aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur le design, le big data, sur l'appli mobile, quand on parle de transformation digitale. Mais je pense qu'on ne voit pas encore tous les impacts que ça peut avoir. Et pour continuer sur les buzzwords, on a beaucoup parlé d'ubérisation ou de disruption. Et pour le coup, c'est encore un buzzword, mais pour le coup, je trouve que ce concept, il est plus intéressant. C'est qu'on n'est pas dans la digitalisation où on a du mal à percevoir, c'est que la digitalisation va secouer toutes nos entreprises. Et nous, on se fait secouer tout doucement, et puis on va certainement se faire secouer, que ce soit par le client ou par des clients, ou par des concurrents, pardon. Et je trouve que ce terme d'ubérisation, il est un peu plus parlant. Ça peut faire très mal, très vite, si on ne prend pas la mesure on peut s'éloigner de la rivière, on peut passer sur plusieurs étages. Donc il faut y réfléchir. On va finir. J'avais promis de prendre une question de la salle. Donc si quelqu'un a une question, qu'il se manifeste. Et sinon, je propose de finir sur ce mot, ce buzzword ubérisation. Le prochain sujet peut-être pour l'année prochaine du GEM Digital. Et je vous remercie. On se retrouve à 18h pour le cocktail et une dernière session maintenant.